Donc je vais vous exposer l'état d'avancement de l'inventaire, en commençant bien évidemment par vous présenter nos petits amis les carabiques. Donc, que représente la richesse de la famille des carabinés à l'échelle d'une unité de la taille d'un département? On peut par exemple s'en faire une idée en se référant aux régions qui ont achevé leur inventaire, comme par exemple l'Alsace ou le Luxembourg. Donc on arrive, pour une unité de la taille d'un département, à une richesse spécifique de l'ordre de 270 à 335 espèces. Nous ignorons si ça peut être un objectif pour le département de la Côte-d'Or, parce que bien évidemment, nous n'avons pas de montagnes comparables aux roches cristallines ou de milieux boréaux comparables aux roches du Nord. Alors, ce fait inventaire prend place dans un contexte. Certains collègues, essentiellement en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, ont soulevé la question d'une éventuelle récession européenne de cette famille. Alors, en France, nous avons peu de données historiques qui nous permettraient d'avoir le recul pour juger de ce phénomène à l'échelle de toute la famille. Nous ne connaissons pour l'instant que quelques cas individuels. Alors, je vous en ai figuré deux là. Le Carapus cancellatus, une espèce qui était tellement commune dans les cultures au 19e siècle, début du 20e siècle, que personne n'y prêtait attention. Et aujourd'hui, par exemple, pour le département de la Côte-d'Or, moi je ne le connais plus que dans deux localités. Et un autre qui est le Mamilion velox. Alors là, c'est un animal qui, à mon avis, aurait dû être Natura 2000. Il est déjà en liste rouge dans une bonne partie des États de l'Union européenne. Il vit dans les eaux exondées des rivières et il n'a pas vraiment aimé la régularisation des cours d'eau. En Côte d'Or, nous ne l'avons pas revu depuis le 19e siècle. Les causes évoquées donc, pour cette éventuelle récession des carabiques touchent à la gestion des milieux, urbanisation, fragmentation des habitats forestiers et intensification de l'agriculture essentiellement, ou évidemment au réchauffement climatique. Donc, pour comprendre la structure des données de l'inventaire, il faut un peu récapituler son historique. L'inventaire a commencé en fait dans le cadre des études de la Généraro, où il nous faut demander d'inventorier d'abord la région du Val-de-Saône. Donc, on a commencé par le sud-est du département et nous avons progressé vers l'ouest. C'est la raison pour laquelle les données actuelles sont un peu déséquilibrées en faveur de l'est du département. Quelques définitions ont commencé. Donc ici, on se place dans un cadre non quantitatif. Pour une observation pour nous, ce sera l'occurrence d'une espèce dans une station et à une date donnée. Également, je rappelle la durée de validité d'un inventaire entomologique qui est fixée conventionnellement à 10 ans. Donc, nous sommes placés dans le cadre du référentiel des régions forestières nationales, parce que les sylvo-écorégions sont un peu grandes par rapport à l'entomofaune, ça crée des unités hétérogènes, et parce qu'aussi, au niveau du département de la Côte-d'Or, les sylvo-écorégions sont essentiellement des anciennes régions forestières. On présente là nos 8 régions forestières de Côte-d'Or, et nous voyons dans la structure des données le front de progression de l'inventaire qui est parti de l'est du département pour arriver vers l'ouest. Actuellement, nous en sommes à 192 sites explorés, mais il y en a en ce moment même une centaine d'autres qui sont en cours de traitement et qui n'apparaîtront dans cette carte qu'à la fin de cet hiver. Donc les données qu'on va vous présenter là sont essentiellement des données récentes. Grâce au Muséum de Dijon, nous avons un recul historique qui va jusqu'en 1920 qui est très important pour déterminer les espèces prioritaires, mais pour l'essentiel, ce sont des données acquises dans les décades de 1990, 2000, 2010. Donc c'est un état présent de la faune. Donc les trois régions que nous avons le plus, où l'effort d'échantillonnage a été le plus important jusqu'à maintenant, sont le Val-de-Saône, la Côte et la montagne bourguignonne. Donc le Val-de-Saône apparaît comme une espèce, comme une région vraiment particulièrement riche. Si on rapporte par exemple sur un département qu'on connaît totalement, qui est le Haut-Rhin, ça fait quasiment, cette petite région fait presque le tiers des espèces d'un département.
ce qui est vraiment très important. Également, autre surprise, la côte, qui n'est pas une région très grande, est également une région assez riche. Et par contre, nous eûmes la surprise de constater que la plus grande unité du département, qui est la montagne, n'est pas forcément une région très riche quant à elle. C'est un peu surprenant. Également, nous constatons une grande différenciation des faunes de Carabique entre ces unités. Dans le Val-de-Saône, quasiment la moitié de la faune ne se voit que dans cette unité-là. Et un autre tiers a une très forte affinité pour cette unité, puisqu'environ plus de 50 à plus de 70% des observations et des sites se trouvent dans le Val-de-Saône. Dans la côte, également, il y a une très forte affinité des cortèges pour cette région, et donc ce n'est pas la même faune que le Val-de-Saône, ce en dépit de la longue limite commune entre les deux. Donc là aussi, on a quasiment la moitié des espèces qui ont très forte affinité pour cette région, donc qui définissent un cortège faunistique particulier. La montagne, quant à elle, est une région où les espèces ont moins d'affinité. En fait, c'est dû au milieu forestier, puisqu'il existe un fond de faune que les forêts continentales partagent toutes à peu près. Et donc, du coup, elles apparaissent comme moins spécifiques de cette région. On n'a pas encore montré les autres régions forestières, car les résultats sont encore un peu trop récents, et elles apparaîtraient comme moins riches, mais seulement parce qu'elles reflètent l'état de l'effort d'échantillonnage. Pour l'ouest du département, nous y sommes arrivés à partir de 2010, donc forcément on trouvera moins d'espèces parce qu'on a fait moins de prospection. Alors une partie des opérations de l'inventaire cible spécifiquement l'agglomération dijonnaise, parce qu'il y a des projets de l'agglomération en termes d'aménagement, d'une ceinture verte notamment, parce que c'est une zone qui s'étend et qui occupe une superficie majeure dans le département. Et parce que aussi nous avons besoin de mesurer le degré d'anthropophilie des espèces, parce que ça conditionne leur réaction aux procédures d'aménagement du territoire, leur capacité à franchir les obstacles à la dispersion, par exemple, ou à survivre en milieu artificialisé. Donc pour l'instant, on n'a pas encore inventorié la totalité de l'agglomération, on est surtout dans l'ouest et dans le nord-ouest. Ah oui, et puis aussi, il faut rappeler que l'agglomération dijonnaise est un peu un point névralgique au niveau biogéographique, puisqu'elle est à la rencontre de plusieurs régions et donc de plusieurs cortèges. Une moitié de l'agglomération se trouve dans le Val-de-Saône, l'autre dans la côte, deux cortèges très différents, et on titille le plateau saunois au nord de l'agglomération, du côté de Hauteville. Donc, on n'a pas encore tout inventorié, on n'a encore pas fait l'est de l'agglomération. On a quand même la surprise de constater que la commune de Dijon elle-même est quand même assez riche. Et si on devait rapporter le nombre d'espèces, par exemple, à un sol forestier, ce serait quand même un bon sol forestier avec 39 espèces. Et donc, il y a quand même une certaine richesse spécifique aussi dans les communes qui définissent la ceinture verte, comme Hauteville, Talent, Aiguille ou Bourdière, mais qui ne sont pas encore terminés d'inventorier. On a bon espoir d'augmenter encore ces scores. Il faut dire que l'année 2012 nous a pas été très favorable. Alors, on est en mesure de commencer à parler d'espèces prioritaires, mais pour l'instant, nous considérons comme espèces prioritaires des espèces qui sont à rechercher en priorité, parce qu'il s'agit d'espèces que nous n'avons pas revues depuis assez longtemps. Donc j'ai fixé la limite. Normalement, on devrait prendre en compte un seul cycle d'inventaire, mais comme les années 90, on n'a pas beaucoup de données, on a pris 2 cycles d'inventaire par sécurité, pour pas avoir une trop longue liste d'espèces prioritaires non vues. Parmi les espèces qu'on n'a jamais revues depuis les années 1990, il y en a beaucoup, c'est parce que leur milieu n'a pas suscité un grand intérêt chez les entomologistes. Donc celles-là, elles ne sont pas forcément en situation d'urgence. Elles ne requièrent pas un effort. Le seul effort qu'elles requièrent est d'aller voir leur milieu. Donc on a rajouté deux critères qui sont de vérifier que l'espèce est aussi déclarée rare dans les régions limitrophes, ou alors en limite d'aire de répartition. On arrive avec ce système à 5 espèces qui n'ont pas été revues depuis les années 60, dont 4 qui concernent l'agglomération dijonnaise et une le Val-de-Saône. On a également 4 espèces qui n'ont pas été revues depuis 1990.
En plus, mais ces espèces non revues ne sont pas les seules espèces qui méritent notre attention. Parmi les espèces revues, il y en a également des espèces extrêmement rares. Alors le cas de Brachypus sclopeta est très intéressant, il touche directement le sujet de cette réunion. Donc en bas, l'observation, le point vert le plus en bas, est un point qui date de 1978. Nous n'avions aucune nouvelle de cette espèce depuis lors. C'est une espèce qui était très commune dans les cultures avant-guerre, qui a totalement régressé pour qu'elle ne supporte pas l'intensification de l'agriculture, et elle a disparu d'Alsace. Nous ne la retrouvâmes que très récemment dans des cultures biologiques de la région de Vittel, installées pour protéger les captages d'eau. Et donc du coup, on suspecte assez fortement un caractère bioindicateur de cette espèce par rapport à l'intensité de l'agriculture, sauf qu'on ne savait pas d'où les populations souches qui ont recolonisé les cultures biologiques pouvaient venir. Et donc la découverte d'un individu en 2011 par Monique Pro dans la station d'épuration de Longwy nous a fourni quand même une petite piste de recherche, en ce sens que cette espèce peut peut-être avoir survécu dans des milieux non cultivés, c'est-à-dire par exemple des friches ou des friches urbaines. L'autre espèce que nous avons représentée, elle, quant à elle, est une montagnarde qui n'était connue jusqu'à maintenant que des Vosges, des Alpes et du Jura. Et là, il s'agit de la première observation de cette espèce qui est nouvelle pour la Bourgogne. Mais les espèces rares ne sont pas les seules qui doivent attirer notre attention en entomologie. Il faut garder à l'esprit que, d'un point de vue évolutif, une espèce commune, vulgaire, ubiquiste, fréquente, c'est une espèce qui réussit dans l'écosystème tel qu'il est. Ce qui nous a introduit une question majeure aujourd'hui, qui est la question du devenir de cet animal si l'écosystème est amené à changer. Alors pour nous, en entomologie, c'est une question extrêmement ardue. Car nous n'avons pas de dispositif synchronique permettant de mesurer la démographie d'une espèce sur le long terme. Donc essayer de répondre à cela est un peu un jeu de piste. Donc on va regarder un exemple avec le cas des carabus forestiers. Alors ici j'expose un exemple, mais parmi tous les relevés qui ont été choisis, parmi tous les relevés qui ont été faits en 2012. Un exemple qui n'a rien du tout de particulier, ni au point de vue des caractéristiques stationnelles, ni au point de vue des résultats des relevés. Il s'agit d'une station du nord-ouest de l'agglomération dijonnaise à Hauteville-les-Dijon. Alors classiquement, la faune des carabes se divise en deux cortèges annuels. C'est un peu artificiel comme division parce que leur mode de reproduction est un peu plus compliqué, mais on distingue classiquement les carabes de printemps et les carabes d'automne. Les carabes de printemps ont des tolérances par rapport notamment au climat. Par exemple, Carabus aurormitans est une espèce qui cesse de se reproduire si les températures nocturnes du mois de mai descendent au-dessous de 12 degrés, cas par exemple de 2012, ou qui cesse de se reproduire si les températures diurnes du mois de mai montent au-dessus de 24 degrés, cas de 2011. Et donc ce que nous observons dans les résultats de cette petite station, c'est la totale disparition du cortège de printemps, qui se réduit plus qu'à une seule et unique espèce, le Carabus nemoralis, connu pour être extrêmement résistant à toutes les sortes de perturbations anthropiques et humaines, anthropiques ou naturelles. Et donc ça pourrait être l'indication d'un phénomène beaucoup plus global à l'échelle du département. Donc voici là les 8 espèces de Carabus qui sont les plus communes dans les forêts de Côte-d'Or. Comme nous l'avons indiqué, nous avons commencé notre inventaire par le Val-de-Saône. Donc voici la fréquence des sites, c'est-à-dire le nombre de sites du Val-de-Saône où on a trouvé chacune de ces espèces par rapport au nombre de sites d'attaque. Donc le front d'inventaire a progressé dans le temps, depuis le Val-de-Saône jusqu'à la montagne. Et en arrivant dans la montagne, nous fûmes confrontés à un violent phénomène de raréfaction. Comme on le voit, seul le Carabus nemoralis, symbolisé par un N, échappe à ce phénomène. Alors ça nous a laissé avec une question. Existait-il un gradient édaphique de type altitude, latitude, qui pût expliquer telle raréfaction, ou est-ce le fait d'être arrivé plus tard et dans d'autres cycles annuels dans la montagne qui expliquait cette raréfaction, c'est-à-dire une variation interannuelle de l'activité de ces bêtes. Un cas assez difficile à résoudre. C'est pour ça qu'on a fait appel aux données d'une autre région, qui se trouve être encore plus nordique que la montagne,
mais qui a l'avantage d'avoir été échantillonné très exactement les mêmes années que le Val de Saône. Donc en l'occurrence, on a fait appel aux données du plateau lorrain, une région qui se situe en gros entre Luxembourg et Neufchâteau et entre Toul et le Piémont vosgien. Et comme on voit, dans les années où on échantillonnait le Val de Saône, le plateau lorrain, quant à lui, ne montrait pas de phénomène de raréfaction des Carabus. Ce qui nous incite à penser que la raréfaction qu'on a constatée dans les périodes 2010-2012 dans la montagne est une raréfaction plutôt liée à des variations interannuelles des populations et qu'elle touche à peu près un peu toutes les espèces, comme on vient de le voir dans la station de Hauteville-les-Dijon. Alors, il nous semble que pour les politiques de conservation, ceci peut avoir quelques conséquences. Là, j'ai représenté un des scénarios, il y a des tas de scénarios de réchauffement climatique. Là, celui-ci place la Côte d'Or dans une zone à plus 3,5 de réchauffement climatique. Donc, dans l'état actuel, les politiques de conservation se focalisent sur les espèces qui sont rares aujourd'hui, en partant de l'idée que ces espèces vont s'éteindre si les conditions du milieu changent. Ce qui n'est pas avéré pour toutes, parce que pour les rhodaniennes, un réchauffement climatique, ce serait plutôt favorable. Bon, évidemment, pour une espèce comme Tricotis constitans, que je vous ai présenté juste un peu avant, qui est montagnard, lui par contre, c'est vraiment pas favorable. Il rentre dans ce schéma-là. Mais nous avons un autre problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on risque d'avoir un mouvement des aires géographiques, entraînant que les espèces qui sont caractéristiques de ces aires vont migrer avec les aires et donc vont disparaître à l'échelle départementale. C'est le cas par exemple du Tricarapus auronicans qui est un continental et qui est très commun aujourd'hui, qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt, mais qui pourrait demain se raréfier très, très violemment, ainsi que d'autres. Et c'est pour ça qu'une des conséquences de ce qu'on voit actuellement, c'est que peut-être que les politiques de conservation devraient aussi s'intéresser aux espèces communes sous forme d'un monitoring démographique, parce que c'est ça qui nous manque le plus. Donc nous allons maintenant conclure. Là, je vous ai exposé les premiers résultats de l'inventaire, mais nous visons en gros aussi à définir les relations espèces-milieux grâce à la mesure d'un certain nombre de paramètres stationnels relatifs à la flore, au climat, au sol ou à l'histoire de nos stations. Et enfin, les carabides ne sont pas les seuls coléoptères, et ce ne sont pas les seuls sur lesquels nous travaillons actuellement. Donc il y a un ensemble de listes qui est en cours de rédaction. Alors certaines vont demander beaucoup plus de temps que d'autres, les staphyliens, Calo a mis 20 ans, donc là on n'est pas rendu encore. Et donc là on n'est encore pas rendu.